Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Mort Sarah. Notre voisin, Frank Smith, âgé d'une quarantaine d'années, a un frère de 3 ans son aîné qui s'appelle Fred, les deux étant semblables en apparence et en taille. Apparemment, ces garçons n'étaient pas des enfants obéissants et avaient souvent des problèmes. Frank a presque tout arrangé lorsqu'il a atteint l'âge de 21 ans, mais Fred a continué à boire, à se droguer et à avoir plusieurs conduites sous influence. Alors que tous deux vivaient encore chez leurs parents au début de la vingtaine, Frank a laissé son portefeuille sur le comptoir de la cuisine un soir, après être rentré d'une soirée. Le lendemain matin, il a découvert que sa carte d'identité n'était pas dans son portefeuille. Pensant qu'il avait dû la laisser dans un bar la veille, il a tenté de la retrouver, mais sans succès. N'y pensant pas trop, il s'est simplement procuré une nouvelle carte d'identité. Un an plus tard, Frank reçoit un appel téléphonique. C'est son oncle, dont le fils travaille à la prison du comté. Fred a été arrêté et leur cousin l'a vu par hasard au moment de son incarcération, sous le nom de Frank Smith. Il s'avère que Fred avait donné à la police le nom et la carte d'identité de Frank et qu'il allait en prison sous l'identité de Frank. Inutile de dire que Frank était furieux. Il s'est rendu à la prison pour prouver qu'il était Frank et que Fred était un menteur. Fred a finalement été condamné à purger sa peine et est resté en prison. Pendant que Fred était en prison, Frank a reçu une lettre par la poste du ministère des Transports de l'État, en gros, la préfecture. Elle indique que deux de ses véhicules, une berline Audi et un buggy VW, doivent faire l'objet d'un contrôle des émissions. Frank est confus car il ne possède qu'un camion. Il se rend donc au ministère des Transports de l'État, la préfecture, et découvre que ces deux véhicules sont bien immatriculés à son nom. C'est alors que Frank se rend compte que son frère, qui a perdu le droit de posséder un véhicule en raison d'un nombre excessif de conduites sous influence, a utilisé son identité pour immatriculer ses voitures. La vengeance. Frank a demandé combien il en coûtait pour obtenir des duplicata des titres. 8 $ chacun. Il a donc payé 16 $ et est reparti avec les titres de propriété des deux voitures. Il connaissait suffisamment les amis de son frère pour commencer à téléphoner autour de lui à la recherche des voitures, et voilà qu'il les a retrouvés tous les deux, à des endroits différents. Frank est un mécanicien expérimenté et peut faire démarrer ses voitures sans clé, mais il frappe à la porte de chaque maison où se trouvent les voitures. Il a expliqué à chaque personne qu'il possédait le titre de propriété de la voiture, en leur montrant le document, et leur a donné la possibilité de retirer leurs affaires du véhicule avant qu'ils ne le prennent. Ils ont compris et n'ont pas insisté, enlevant leurs affaires de la voiture et en lui remettant les clés. Frank a ensuite vendu les deux voitures et empoché environ 3 000 $ pour tous ses problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'après son séjour en prison, Fred a arrêté de boire et est devenu quelqu'un avec qui Frank pouvait être ami. La dernière histoire est postée par Trinity Adams. Je travaille comme technicien informatique en ce moment, mais quand j'étais à l'université, je travaillais à temps partiel dans une chaîne de café bien connue, appelons-le le Seattle Finest. À part le babysitting et les petits boulots au noir pour aider les stands de mes amis lors des foires sur la Renaissance, c'était mon premier emploi. La gérante, Elisa, aspirait à gravir les échelons de l'entreprise. Elle était donc obsédée par l'idée de faire de notre magasin le meilleur de Seattle. Mais en même temps, elle n'était pas un manager particulièrement efficace au niveau du magasin. Elle ne savait pas vraiment comment préparer toutes les boissons et devait constamment se référer aux fiches de recettes alors qu'elle était censée être experte en la matière. Elle n'avait pas non plus envie d'apprendre, ce qui signifiait que lors d'un rush particulièrement chargé, elle ne pouvait jamais intervenir pour nous aider à préparer les commandes de boissons. Elle se contentait de se terrer dans son petit bureau à l'arrière, près de la cuisine. Cependant, elle avait un diplôme universitaire, et la politique de notre entreprise, du moins à l'époque, était que seuls les titulaires d'un diplôme universitaire pouvaient être directeurs à part entière d'un magasin. Elle laissait la gestion quotidienne du magasin à Steve, le chef d'équipe qui travaillait à cet endroit depuis 25 ans, depuis qu'il avait 16 ans. Et il disait Et la seule raison pour laquelle je suis pas directeur est que je n'ai pas de diplôme universitaire. il ne se lasse pas de rappeler à tous les travailleurs que le magasin coulerait s'il n'était pas là. Steve n'avait pas grand chose à faire, si ce n'est déléguer des tâches à d'autres personnes, s'assurer que les commandes étaient envoyées aux fournisseurs et signer ces commandes lorsqu'elles arrivaient. Notre magasin suivait les pratiques standards de l'entreprise, et une quantité fixe de fournitures était généralement commandée chaque jour, avec seulement de légères variations pour tenir compte des besoins particuliers du magasin. Par exemple, nous pouvions commander 60 muffins au chocolat par jour alors que la moyenne de l'entreprise est de 100, parce que notre magasin est situé à côté d'un studio de yoga et que les dames qui venaient commandaient moins de produits gras. Steve écrivait également le planning chaque semaine. Lorsque j'ai été embauché, c'est Elisa qui m'a fait passer l'entretien, et elle m'a assuré que j'aurais au moins 20 heures par semaine, par tranche de 4 heures, pour coïncider avec mon emploi du temps scolaire. Et que je ne travaillerais que le samedi, pas le dimanche. Pendant ma période de formation de 2 semaines, elle a tenu parole.
Je tournais autour de 18h-22h par semaine, 4h30 à la fois. Après ça, cependant, comme j'étais complètement formé, elle m'a passé à Steve. Steve a suivi le modèle d'Elisa pendant environ une semaine, mais il a rapidement commencé à essayer de me faire travailler le matin, ce que je ne pouvais pas faire à cause de l'école. Il faisait semblant d'être très en colère et déçu, et disait que Durant mes 25 ans dans l'entreprise, l'une des premières choses que l'on apprend est d'avoir l'esprit d'équipe. je trouvais ça génial, mais je pouvais toujours pas travailler le matin. Alors il râlait et disait Je vais devoir parler à Elisa pour voir ce que nous devons faire à ton sujet. Elisa ne se présentait qu'occasionnellement au magasin. Généralement, elle était là en milieu de matinée, et partait bien avant la fermeture. Steve ouvrait toujours le magasin. J'ouvre le magasin depuis plus de 20 ans, bla 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 bla. Steve essayait de faire de la lèche aux clients, et en même temps de nous descendre devant eux. Pardonnez-la, elle est nouvelle. Vous voyez avec quoi je dois travailler? Des recrues de base. Parfois, il nous traitait carrément de Crétin. si on ne nettoyait pas assez vite, ou si on ne préparait pas assez vite les boissons. Par exemple, il traînait à l'arrière, à compter les boîtes, alors qu'il était midi, un samedi, et que je tenais la caisse et préparais toutes les boissons, et que la file d'attente était de 10 personnes, qu'il avait envoyé son autre employé déjeuner, et qu'il refusait lui-même d'aider. Tu dois avoir ton baptême du feu. Il se prenait beaucoup trop au sérieux. Il pensait qu'il était spécial parce qu'il parlait couramment l'espagnol. Comme il travaillait le matin, beaucoup de gens qui avaient un travail matinal venaient, et beaucoup d'entre eux ne parlaient qu'espagnol. Il pensait que c'était sa spécialité de pouvoir communiquer avec eux. Un samedi, alors que j'ouvrais le magasin avec lui, j'ai commencé à parler espagnol à l'un des clients, qui m'a complimenté sur ma maîtrise de la langue. Steve avait l'air d'être prêt à me tuer. Chaque fois que des clients qui parlaient espagnol arrivaient, plutôt que de me laisser communiquer avec eux, Steve levait ses fesses et disait « Je m'en occupe ». Au fil du temps, Steve ne me programmait que 8 heures par semaine, comme la fermeture le vendredi soir et l'ouverture le samedi matin. Je me suis dit, peu importe, je vais commencer à postuler pour d'autres emplois. Mais je ne lui ai pas dit. Je savais qu'il donnait toutes les heures à ses favorites, généralement des jeunes femmes avec lesquelles il essayait de flirter. Je le sais parce qu'il a essayé la même chose avec moi au début. Il disait qu'il pouvait me donner plus d'heures, mais que je devais jouer le jeu. Rien que je puisse prouver devant un tribunal, mais il laissait entendre que si je sortais avec lui, il me donnerait plus d'heures. Non merci mec, t'es dégueulasse et marié. Elisa allait être promue chef de district, ce qui signifiait qu'elle superviserait 5 ou 6 cafés Seattle Finest, au lieu d'un seul. Cependant, lors d'une réunion de toute l'équipe, un dimanche spécial, elle a dit que notre magasin perdait constamment des produits. Elle nous a conseillé d'arrêter d'accorder des remises à nos amis et de ne plus offrir de biscuits ou d'encas gratuits à nos amis, etc. Elle nous a également dit que si nous prévoyions de consommer nous-mêmes certaines pâtisseries, nous avions droit à une certaine quantité de produits gratuits en fonction de nos heures de travail, nous devions nous assurer de l'inscrire sur le tableau « Utilisation du magasin ». Au moins pendant les heures où j'ai travaillé, je n'ai jamais vu personne donner des produits gratuits, je n'en utilisais certainement pas moi-même. Personne ne donnait de produits, à part Steve. Steve recevait un bonus chaque fois que le tableau d'utilisation du magasin était inférieur à un certain seuil, et il nous accusait toujours de voler ou de donner des choses. En fait, il l'a dit lors de la réunion que La diminution de la marge est causée par ces bleus qui pensent qu'une entreprise fonctionne sur la gratuité. C'est une entreprise basée sur l'argent, et nous en perdons quand nous volons des produits ou nous les donnons. pendant ce temps, je remarque toujours que Steve accorde des réductions gratuites à certains clients qu'il donne des choses. Une de ces règles pour toi, pas pour moi, ce genre de truc. Un autre employé l'a questionné à ce sujet, et il a dit Les managers ont certains privilèges. Mec, tu n'es pas un manager. Tu gagnes 3 dollars de plus par heure que moi, et tu as passé toute ta vie ici. Il n'appréciait pas non plus le fait que la plupart d'entre nous, qui travaillions dans le magasin, étions des étudiants, qui allaient un jour passer à autre chose de plus rentable financièrement. Steve faisait son numéro de héros de la classe ouvrière, en disant que les étudiants étaient des snobs, ne savaient pas comment faire un vrai travail, étaient paresseux et privilégiés. Il s'est également moqué de moi parce que j'avais choisi l'informatique en tant que femme, et m'a accusé de faire ses études juste pour me trouver un bon mari. Il a fait semblant de plaisanter, mais il était quand même très vicieux. Puis il a repris son sermon sur la façon dont la journée entière des hommes d'affaires s'effondrerait sans des gens comme lui pour les aider à démarrer correctement avec du café. Je suis aussi indispensable à une grande entreprise que le PDG. Pendant ce temps, nous pensons tous calme-toi, Steve, vous êtes chef d'équipe dans un café de banlieue et vous portez un tablier avec votre nom brodé dessus. Vous ne guérissez pas le cancer. Mais quoi qu'il en soit, la promotion d'Elisa dépendait de la réduction de la diminution de la marge de notre magasin. À quelques jours de notre réunion du dimanche, les gros bonnets de l'entreprise venaient au magasin pour vérifier si Elisa gérait bien les choses. On nous a dit d'avoir l'air en forme. Les gros bonnets se trouvaient dans la salle à manger et discutaient avec Elisa pendant que le reste d'entre nous, dont la présence était prévue ce jour-là, essayait de se montrer sous son meilleur jour. Steve n'était pas vraiment incité à faire en sorte qu'Elisa ait l'air bien.
car tant qu'il maintenait la diminution de la marge en dessous d'un certain chiffre, il obtenait sa prime. Mais ce seuil était trop élevé pour qu'Elisa obtienne sa promotion. De plus, ce n'était pas comme si Steve allait devenir manager si Elisa était promue. L'entreprise se contenterait de recruter un nouveau manager à l'extérieur. De manière informelle, nous appelions Steve directeur adjoint, mais l'entreprise ne le reconnaissait pas officiellement dans cette fonction. Comme il travaillait depuis longtemps et à temps plein, il bénéficiait d'une assurance maladie et de 2 semaines de vacances. Le reste d'entre nous, simples employés à temps partiel, obtenaient juste une remise sur les prix du magasin et de la nourriture ou des boissons gratuites pendant le travail. Nous étions payés toutes les 2 semaines, mais nous recevions des pourboires chaque semaine. Si vous n'avez jamais travaillé dans un café comme le Seattle Finest, les clients jetaient de l'argent dans un bocal à la caisse s'ils se sentaient généreux. Les pourboires étaient vidés tous les soirs et, à la fin de la semaine, tout l'argent était distribué à tous les employés en fonction de leurs heures de travail. Comme je ne travaillais que quelques heures, mes pourboires étaient faibles, mais au moins, cela payait la lessive. Mon école ouvre quelques heures après l'ouverture du magasin, et comme je ne dépensais pas trop d'énergie à travailler, je me levais tôt tous les matins. Le magasin était proche de mon appartement, et j'y allais toujours à pied. C'était la période de l'année où la lune était encore visible tôt le matin. J'ai décidé de marcher jusqu'au magasin et de prendre mes pourboires pour la semaine. Je me suis approché du magasin par l'entrée de la ruelle, mais j'avais l'intention d'entrer par l'avant. La politique du magasin était que vous ne pouviez entrer par l'arrière que si vous deviez travailler. Comme d'habitude, à cette heure-là, notre camion de fourniture quotidienne sortait de la ruelle, et il y avait une énorme pile de fournitures quotidiennes dans des caisses juste devant la porte arrière. Steve a gardé la porte arrière ouverte avec une poubelle et a transporté une caisse à la fois dans l'arrière-boutique du magasin. Mon premier réflexe a été de l'aider, mais je me suis souvenu que je n'étais pas payé et que Steve était un vrai connard. J'étais fasciné de le regarder travailler, parce que d'habitude, c'est un fainéant. J'étais caché par les voitures et les arbres, donc il ne pouvait pas me voir. Il a arrêté de travailler, mais il restait une caisse devant la porte arrière. Elle était remplie de ce qui semblait être des croissants et des boîtes de barres de céréales. En plus du café et des pâtisseries, notre magasin vendait aussi des barres nutritives de marques diverses. Le genre dont vous pouvez acheter une boîte de 6 pour 4$ à l'épicerie, mais nous vous facturons 2,99$ pour une seule barre. Il parlait sur son téléphone portable, et seulement une minute ou deux plus tard, une voiture déglinguée s'est garée dans la ruelle. Le conducteur ouvre le coffre. Steve met la caisse dans la voiture, et celle-ci démarre à toute vitesse. Steve est ensuite retourné dans le magasin. Au début, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être que c'était juste un problème lié au travail et que je comprenais pas parce que j'étais pas chef d'équipe. Peut-être que la personne dans la voiture venait d'un autre magasin et que notre magasin était censé leur envoyer ses articles. J'ai décidé d'oublier mes pourboires pour l'instant et de rentrer chez moi à pied. Le temps d'y arriver, j'ai réalisé qu'il était fort probable que Steve n'était qu'un voleur. Je suis allé à l'école et j'ai oublié pendant quelques heures. Mais de temps en temps, ce jour-là, j'y repensais. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je me suis assuré d'avoir mon téléphone portable prêt. J'ai attendu dehors très tôt, avant même que le camion de ravitaillement n'arrive. Quand il est arrivé, bien sûr, Steve a fait le même numéro que la veille. Il a laissé une caisse dehors, ses coordonnées avec son complice au téléphone. La même voiture est arrivée, et elle est repartie après que Steve ait rempli son coffre de marchandises volées. Je pensais avoir été très maligne en enregistrant la scène. Mais plus tard, quand j'ai revu ce que j'avais, il faisait beaucoup trop sombre et je ne savais pas ce qui se passait. Et si j'essayais de m'approcher pour obtenir une meilleure image, là où il y avait plus de lumière, Steve m'aurait vu et ma couverture aurait sauté. J'ai travaillé ce jour-là parce que c'était un samedi. Steve était son habituel abruti, mais l'entendre badiner avec les clients m'a rappelé d'autres éléments, d'autres conversations que j'avais entendues de sa part au cours des dernières semaines. Steve avait une activité secondaire, ou du moins sa femme, qui consistait à vendre des snacks à l'extérieur des clubs et des événements sportifs. J'ai fait le rapprochement, et j'ai réalisé que si Steve volait ne serait-ce qu'une caisse et qu'il vendait ses articles à un prix dérisoire, il se ferait quand même une belle somme, et tout cela faisait un joli profit. Et il avait volé une caisse 2 jours de suite. Qui sait combien d'autres caisses il avait volées dans le passé? J'ai réalisé que si je le disais à Elisa, elle ne me croirait pas, et Steve nierait tout. Je devais le prendre en flagrant délit. L'approche que j'avais faite de la ruelle était trop loin pour l'enregistrer sans être observé. Mais j'ai vu qu'il y avait un complexe d'appartements de l'autre côté de la ruelle. Si je pouvais entrer dans ce complexe d'appartements, tout ce que j'avais à faire était de tenir discrètement mon téléphone au-dessus du mur de briques, et il serait assez proche pour l'enregistrer. C'est précisément ce que j'ai fait. Surveiller le vol de Steve est devenu mon rituel du matin pendant 1 semaine. Sur 4 jours, il a volé une caisse 3 fois, et à chaque fois, je l'ai enregistré. Je n'avais pas à venir travailler avant un après-midi de la semaine suivante. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de montrer mon téléphone à Elisa, et j'aurais coincé ce bâtard. Malheureusement, elle aussi ne serait pas au magasin avant un moment. Puis je me suis souvenu que la grande réunion d'entreprise concernant la promotion d'Elisa avait lieu le lundi après-midi.
quelques jours plus tard. Il n'était pas prévu que je travaille, mais je savais que je pourrais me frayer un chemin jusqu'à l'arrière-boutique en prétextant que j'avais besoin de ma paye. Notre arrière-salle a un ordinateur où nous pointions. C'est juste une fenêtre sur l'écran. Si vous cliquez dessus, vous avez accès au reste des fonctions de l'ordinateur. Une chose que l'ordinateur a toujours en arrière-plan est ce que nous appelions télé du magasin. C'était une série d'infopubs sur la qualité du café du Seattle Finest. Comment nos grains proviennent de plantations où les travailleurs sont traités humainement, comment nous faisons des dons aux communautés défavorisées, comment nous offrons des fonds aux femmes qui font des études dans les sciences, et des choses comme ça. Le fichier était stocké en tant que fichier .wmv, et le magasin le passait en boucle. De temps en temps, Elisa obtenait une nouvelle série d'infopubs, et nous les diffusions en boucle. Notre magasin avait un grand écran fixé au plafond qui donnait sur l'extérieur du magasin, loin des caisses. Mon plan, évidemment, était de télécharger ma vidéo de Steve en train de voler sur l'ordinateur du magasin. J'avais les fichiers, que j'ai combinés à la maison en un seul gros fichier de 3 fois où l'on pouvait clairement voir son visage, et le visage de la femme qui conduisait la voiture, qui, je suppose, est sa femme, et comment il volait clairement des produits du magasin. Elisa et les grands patrons étaient déjà au restaurant, donc la chose la plus sensée aurait été que je dise « Excusez-moi Elisa ?» et que j'interrompe effrontément sa réunion avec la vidéo de mon téléphone portable tenu devant son visage. Mais j'aime un peu de drama, et Steve l'a bien cherché. Je vois donc Elisa et ses collègues assis à une table près des caisses enregistreuses, où Steve se tient debout, avec un sourire carnassier et lèche-bottes sur le visage. Le magasin n'est pas vraiment bondé. Elisa me voit quand j'entre et, en plein mode « j'aime mon personnel », dit « Oh tout le monde, voici Opie, une de nos plus récentes et meilleures recrues, elle va en fac d'informatique », suivi d'un tas de hochements de tête et de « Oh, ah », faisant semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Je souris et prononce les mots « Je suis juste là pour avoir mes pourboires ». « Bien sûr, Opie !» Et Steve a l'air de vouloir me gifler avec sa petite queue. Mais tant pis, je vais dans l'arrière-salle. Abruti. Nos pourboires sont placés dans des petits sacs étiquetés avec le montant écrit dessus, dans nos casiers, dans l'arrière-salle, avec un système d'honneur pour ne pas aller chercher les pourboires des autres. Je prends mes pourboires, 11,50$, pas mal. Puis je vais directement à l'ordinateur. Je branche mon téléphone à l'ordinateur du magasin. Je télécharge le fichier, comme prévu. Je clique sur le canal de propagande du Seattle Finest, et je le change pour Steve le voleur. Et je règle la vidéo sur boucle continue. Je sors dans le restaurant et, comme d'habitude, personne ne se soucie vraiment de la télé. Je vais voir Steve et commande un latte chaud. Steve a l'air de vouloir me planter un couteau dans la gorge, mais il a toujours ce sourire carnassier sur le visage parce que les patrons sont tous là. Il ne sait pas qu'à quelques mètres au-dessus de sa tête, il y a une boucle continue de lui et de sa femme en train de voler des produits dans la ruelle tous les matins. J'avais pris soin d'inclure un horodateur sur les vidéos lors du montage. Il avait déjà préparé du lait chaud, et tout ce qu'il avait à faire était de tirer 2 doses d'expresso. J'ai eu ma boisson en 30 secondes. J'ai sorti mon portefeuille, mais, de manière inhabituelle, il m'a souri et m'a fait signe de partir. Elisa m'a vu et a hoché la tête en signe d'approbation. Puis je me suis assis à une table non loin de l'endroit où les patrons étaient assis. Au-dessus de la tête de Steve, sa vidéo passait en silence. Enfin, la récompense. L'un des patrons a dit « Dites, Elisa, ce n'est pas la vidéo de notre entreprise sur nos dons aux bourses d'études des minorités. Qu'est-ce que c'est ?» Elisa regarde la vidéo. Tous les autres regardent la vidéo. Bouche bée. Seul Steve est toujours là, debout, comme un nigo souriant. Finalement, Elisa dit « Steve, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici ?» Steve regarde la vidéo, et a semblé pendant une seconde qu'il allait sortir de la pièce en courant comme Usain Bolt. Il n'a rien fait, ou dit, à part courir dans l'arrière-salle. Quelques secondes plus tard, la vidéo s'est arrêtée, et quelques instants plus tard, elle a repris. « Haha Steve, j'ai supprimé la bonne vidéo. J'ai fait une copie de ta vidéo et je l'ai renommée comme si c'était la chaîne de propagande. Tout le monde dans la salle à manger a eu droit à une nouvelle fois à une boucle de Steve et de sa femme, volant une caisse entière de barres granola et de pâtisseries de marque à plusieurs reprises. Un des grands patrons a dit « Elisa, fermons le magasin, tout de suite. Jeune fille, je suis désolé, mais... » Il m'a indiqué la porte. Qui suis-je pour discuter les ordres du patron ? Je suis rentré chez moi avec 11,50$, mais c'est comme si c'était $1 million. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du siège social, me remerciant pour les informations sur Steve. Non, désolé, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me donner des détails sur ce qui s'est passé, car c'est une affaire de police. Quoi qu'il en soit, en guise de remerciement, une semaine plus tard, j'ai reçu $200, en crédit magasin. Quelques jours plus tard, je suis arrivé, pour trouver ni Elisa, ni Steve au restaurant. Une de mes collègues m'a dit qu'elle avait entendu dire que Steve avait été arrêté pour vol, lui et sa femme.
Elisa a obtenu sa promotion parce qu'il avait été prouvé que la seule raison pour laquelle son magasin avait une marge plus faible que les autres était que Steve volait. Cependant, comme elle était censée surveiller Steve de près, elle est surveillée de près à son tour pour s'assurer qu'elle est une bonne employée. Bien, c'est juste. Elle n'est pas une voleuse, mais elle aurait dû surveiller de plus près son magasin. Le fait d'avoir un salaire à temps plein, mais de se montrer que quelques heures par semaine, n'était pas acceptable. Quant à moi, le nouveau directeur m'a donné mon dernier chèque parce que j'ai démissionné. J'ai postulé pour un emploi sur le campus, dans le café sans marque de mon école. Même travail de base, quelques abrutis ici et là, je ne suis pas non plus un lauréat, je dis ça comme ça, mais je gagnais $1 de plus par heure. Au fil du temps et de mes études, j'ai fini par apprendre que Steve ne se contentait pas de voler des produits, mais qu'il détournait aussi des pourboires et manipulait la pointeuse pour réduire les heures des employés et s'en octroyer davantage. Il est allé en prison pour 6 ans, mais sa femme a bénéficié d'un sursis parce qu'ils avaient 2 enfants de moins de 13 ans. J'ai appris cela parce que l'entreprise pour laquelle je travaille assurait le service technique du siège social du Seattle's Finest, où Elisa travaille maintenant. Elle s'est souvenue de moi, et devant le meilleur café de tout Seattle, elle m'a raconté toute l'histoire. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.